Ce 20 janvier 1992, un Airbus A320 de la compagnie Air Inter, en provenance de Lyon, amorce sa descente sur l'aéroport de Strasbourg. À son bord, 96 passagers et membres d'équipage, dont Pierre et Nicolas. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que les blessés disaient pas tellement j'ai mal, mais surtout j'ai froid. On est pris par le désespoir parce que les minutes passent, les heures passent, mais rien n'arrive. Le ciel est nuageux, il fait nuit. L'avion opère une descente trop rapide et soudain s'écrase à 19h20 contre le mont Saint-Odile, au lieu-dit de la Blosse, à une altitude proche de 800 mètres. L'avion est totalement détruit. Miraculeusement, il y a 9 rescapés, dont Pierre et Nicolas. Ils ont accepté tous les deux de témoigner 18 ans après les faits de cette expérience totalement inédite qui a changé leur vie à tout jamais. Ce sont des paroles rares qui racontent le destin incroyable des miraculés du vol Air Inter 148. Voici leur récit. C'était un Airbus 320, c'était les premiers d'ailleurs qui étaient en service commerciaux. Hein. Et j'étais assis à l'arrière gauche de l'appareil. Pas tout à fait au fond, mais à l'arrière. En fait, c'était un vol un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui... à l'époque, il y avait les cabines loisirs sur Air Inter. C'était les cabines économiques. Et bon, généralement, je volais sur Paris. Donc, généralement, sur Paris, les vols, c'était 50% loisirs, 50% la classe, disons, affaires. Sur Lyon, là, la classe affaires, c'était quasiment les 80% de l'avion. Et donc, les gens qui avaient un billet loisir étaient vraiment mis à l'arrière de l'avion. Et là, on m'a assis à côté d'un petit garçon, qui s'appelle Romain. Et je me souviens même qu'une hôtesse est venue me demander, parce qu'on a décollé, il était bavard, il parlait beaucoup. Il y a une hôtesse qui m'a demandé s'il ne me dérangeait pas. D'ailleurs, elle m'a même demandé s'il me dérangeait, elle pouvait me changer de place, aller vers l'avant. Bon, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, que bon. Je suis allé m'installer directement au fond de l'avion. Je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était la dernière série, c'était le 32. Et j'étais tellement énervé que je me suis assis côté couloir. Il y avait 2 sièges. Tandis que le reste, c'était 3 et 3. Là, sur la dernière rangée, c'était 2 sièges à gauche et rien à droite. Et en plus, tellement énervé, j'ai même pas enlevé mon manteau, chose qui m'a vraiment aidé plus tard. Le vol s'annonce tout à fait normal. C'est un vol court de moins d'1 heure, à 6000 mètres d'altitude de moyenne. Les conditions météorologiques sont hivernales, avec une bonne visibilité horizontale, mais un faible plafond. Il n'y a aucune condition particulière pour aller au crash. Puis, à un moment donné, comme toujours, on nous a annoncé l'atterrissage est proche, attachez vos ceintures, on va atterrir. Voilà. Et à ce moment-là, on a attaché nos ceintures et puis on a attendu l'atterrissage. Je venais de terminer mon journal, mon Coca-Cola, j'étais attaché et j'attendais l'atterrissage. Et en fait, d'atterrissage, moi, ce que je me souviens de l'affaire, c'est qu'à un moment donné, un grand bruit, un choc, quelque chose qui a duré peut-être quelques secondes, difficile à évaluer. Je me demande même si les pilotes ont vu arriver quelque chose. Absolument rien, c'était quelques minutes avant, attaché aux ceintures, on est proche de l'atterrissage. Non, vraiment rien, pas de mouvement particulier de l'avion, pas de... On a ressenti un choc frontal suivi de plusieurs chocs et d'un bruit inouï. En fait, c'est la carcasse qui se désintègre. Mais il y a eu plusieurs chocs à part le premier choc. Je suppose que c'est comme on a percuté la montagne et il y avait une forêt. C'est le fait de percuter sur les troncs d'arbres et tout ça. Puis beaucoup d'étincelles. Je suppose que c'est le frottement. J'étais assis avec la ceinture attachée. Et quand j'ai entendu le bruit, j'ai vu, je ne sais pas ce qu'a fait mon corps, en fait. J'ai compris après, parce que il manquait un petit morceau de nez, là. Et j'ai compris que je suis parti en avant, dans le fauteuil. J'ai tapé donc, dans le fauteuil qui était devant. Mais je sais que la ceinture a tenu bon, parce que j'ai gardé pendant peut-être 1 mois un hématome sur le ventre, un gros hématome. Hein. Donc ça prouve que la ceinture a bien tenu. Et je suis parti en avant, donc sur le fauteuil. Mais ça, je ne me souviens même pas. J'ai vu
J'ai vu quelques lueurs, j'ai entendu le bruit. Et j'ai dû taper fort aussi, mais je ne me suis pas rendu compte. Du fait des chocs, j'avais mon visage qui tapait sur le siège avant, donc j'ai mis mes mains pour essayer de me protéger. Et ça dure quelques secondes, et puis après ça s'arrête, c'est un trou noir. Et là, je vous avoue que j'ai passé quelques secondes à me demander si je ne m'étais pas endormi, si je ne rêvais pas. Et puis j'ai pensé à partir vers l'arrière de l'appareil. Et j'ai commencé à défaire ma ceinture, à me tourner pour partir à l'arrière de l'appareil. Et à ce moment-là, j'ai entendu le gosse qui était à côté de moi qui s'est mis à pleurer. Donc j'ai eu le réflexe de... J'allais partir, mais j'ai eu le réflexe de le prendre par la main et de le garder avec moi. Et je me suis dirigé vers l'arrière de l'appareil. En fait, il y a un esprit de préservation, disons, on essaie de survivre là. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas où ça s'est passé, on a une idée. Il y a quelque chose de mal qui s'est passé. On ne sait pas quoi, on sait que c'est un accident, mais on n'a vraiment pas... On ne réalise pas qu'est-ce qui s'est passé. On va réaliser tout ça plus tard. Mais quand tout s'est arrêté, c'est le trou noir. Moi, instinctivement, j'ai enlevé ma ceinture, je me suis levé, j'ai tâté au-dessus de ma tête pour voir s'il y avait mon sac voyage. J'ai rien trouvé. Ce qui a été le plus brutal, c'est de se retrouver d'un coup dans le noir complet, à plus rien y voir. Donc moi, j'ai eu le réflexe de partir vers l'arrière de l'appareil, pensant que c'était par là qu'on avait les chances de sortir. Je croyais encore être dans l'appareil. Je ne suis qu'après qu'il n'y avait plus de carlingue, quoi. C'était qu'un morceau de plancher. À l'avant de l'avion, il y avait un feu. Et donc, j'ai eu vraiment très très peur, j'ai paniqué parce que je pensais que l'avion était, malgré l'accident, il était intact et je pensais que j'allais brûler vif. Donc je me suis dirigé vers l'arrière de l'avion et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la neige et dans les débris. Et je me souviens qu'avec la main, je mettais en avant, je me dis, mais à un moment donné, je vais toucher le fond de l'appareil, je vais arriver au fond. Consignes de sécurité sur un Airbus A320 en 1992 ne sont guère différentes de celles que l'on voit aujourd'hui. À savoir l'éclairage des issues de secours, un chemin lumineux le long de l'allée qui permet de pouvoir aller en rampant sur le sol, s'il le faut, vers les issues de secours. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Quand je monte à l'avion, on parle toujours des repères lumineux, mais comme tout était cassé, je suppose que les batteries étaient débranchées, tout était arraché, il n'y avait plus de signal lumineux, il n'y avait plus rien. C'est pour ça que je dis que je suis allé vers l'arrière, vraiment à tâtons, mettant la main devant, me disant mais qu'est-ce que je vais toucher Non, on ne voyait absolument rien, plus rien, plus rien. La nuit complète. Et puis c'est là que j'ai jamais touché le fond, je suis tombé dans la neige. Donc la plateforme était un petit peu au-dessus du sol, de la neige, et là je suis tombé dans la neige, avec le gosse qui était avec moi. L'avion était en approche, donc était sur une pente descendante. Sa pente descendante était trop forte, et il a touché une colline, la colline du Mont Saint-Odile, qui était couverte de forêt. Alors on peut penser d'abord que les arbres ont amorti le choc. Si on doit, par exemple, préparer un crash, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir se poser sur une piste, c'est ça. Là, on va avoir toute une série de choses à faire, et en particulier ce qu'on appelle une préparation cabine. Ça, c'est pas l'équipage technique qui va faire, c'est pas les pilotes qui vont faire ça, c'est l'équipage commercial. Donc on va demander aux passagers, par exemple, de prendre une certaine position à partir d'un certain moment. Bref, on va former les gens à résister au choc violent qui va se produire peut-être. Et puis on va préparer également ce qu'on appelle une évacuation. C'est-à-dire qu'on va... N'oubliez pas que réglementairement, on doit sortir la totalité des passagers en 90 secondes. Ça, c'est un travail qui se prépare. À chaque décollage, les hôtesses, on ne s'en rend pas compte quand on est dans un avion, mais à chaque décollage, les hôtesses se remémorent volontairement tout ce qu'elles doivent faire au cas où l'avion ne décollerait pas. Donc systématiquement, l'extincteur, il est là, on fait ça pour ouvrir la porte, etc. Il y a une petite checklist qui se met en place, de telle sorte que si par hasard l'avion ne décolle pas et que ça se termine mal, ils savent exactement ce qu'on doit faire. Là, c'est pareil, mais un petit peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'on va inclure les passagers, on va peut-être même demander des activités spécifiques à certains passagers pour aider à l'évacuation. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare avant.
Ce qui est resté de l'arrière de l'avion, c'était une série de sièges à gauche, des débris en dessous, et tout le reste de l'avion était complètement désintégré. Donc moi, quand je me suis dirigé vers l'arrière de l'avion, comme la queue s'était coupée, tout d'un coup, je me suis retrouvé parmi la neige et les débris. Et en tombant dans la neige, c'est là que j'ai perdu une chaussure, c'était déjà un peu plus difficile pour marcher. Et je ne vous cache pas que, en gardant le gosse à la main, je me suis éloigné un petit peu de l'appareil parce que il faut savoir que c'était nuit, il y avait du brouillard, il faisait nuit, il n'y avait absolument rien, mais absolument rien. Sauf quelques feux après de temps à autre. Et on a commencé à s'éloigner de l'appareil et là, on a entendu une voix, c'était l'hôtesse, on a su après, qui criait « il faut s'éloigner, ça risque d'exploser, il faut s'éloigner ». Il y a une immense joie parce qu'en ayant pris conscience de l'ampleur de l'accident, je suis un survivant. Donc il y a une joie immense. Donc on ne fait vraiment pas attention au froid dans les premières minutes. On ne fait vraiment pas attention à la neige, à rien du tout. On est hyper content et on se dit, bon, OK, il y a eu un accident, on est survivant et d'ici sous peu, on va nous retrouver. Pour ceux qui n'ont pas perdu connaissance, qui ont vécu ce crash, il y a les manifestations du traumatisme, qu'en France, on a l'habitude de qualifier de stress aigu, plus ou moins adapté. Quand c'est adapté, effectivement, c'est quand les gens reprennent très vite leurs esprits, ont des réactions de protection, vont par exemple s'éloigner de la carlingue, se protéger, essayer de lutter contre le froid. Et puis, il y en a d'autres qui ont des réactions qu'on a l'habitude d'appeler stress dépassé, qui là se caractérisent justement par ces manifestations inadaptées, qui peuvent être d'une trop grande euphorie, d'une perte des repères et de sentiments parfois même de désorganisation psychique. Après le crash, le bilan est lourd. Sur 96 passagers et membres d'équipage, on dénombre 8 survivants situés à l'arrière de l'appareil et seulement 1 à l'avant. Pierre et Nicolas font partie des rescapés. Si Pierre est sérieusement blessé, il n'en demeure pas moins valide. Nicolas, lui, est sain et sauf. Tous deux ont gardé leur lucidité et décident d'organiser la survie du groupe en attendant les secours. Là, je me souviens avoir rencontré d'autres rescapés, apparemment, qui étaient plus ou moins en difficulté pour marcher, qui criaient, qui avaient du mal à se déplacer. Là, avec le peu de lumière qu'on avait, on commençait à s'habituer à la nuit, si vous voulez. À ce moment-là, on a aidé les femmes pour se déplacer, pour aller un petit peu plus loin. Parce qu'on pensait toujours, on avait cette idée que ça pouvait exploser, quoi. Laurence Bonneau, qui était blessée, qui avait un trou à ce niveau-là, que je l'ai récupéré et ramené à l'arrière. L'hôtesse de l'air, Valérie Monnier, qui était complètement sous le choc, avec des brûlures au niveau des pieds à cause de ses bas. Elle avait été complètement éjectée de l'avion. Après, il y avait une dame qui était restée au niveau de son siège avec son bébé de 12 mois. Donc j'ai dû l'aider aussi. Et puis après, il y avait encore une 4e personne qui s'était retrouvée hors de l'avion. Je ne sais pas par quel... je pense qu'il n'a pas été éjecté, mais il a dû sortir de l'EHPAD, de la carlingue, de ce qui est resté. Et puis bon, qui avait des fractures et qui ne pouvait plus se bouger. Donc il était tellement lourd que j'arrivais pas vraiment, j'avais pas les forces de l'aider plus. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est de l'installer, le dos contre un arbre qui était intact. Et au bout d'un moment, tout le monde avait froid, mais très très froid. Je ne sais pas ce qu'il faisait, -7, -8, peut-être -10. Et alors après ça, le souci, c'était plus l'explosion de l'appareil, mais c'était plutôt le froid. Officiellement, le chiffre est de 9 rescapés. En fait, il est un petit peu plus important parce que des passagers, des autopsies l'ont montré ensuite, qui, au moment du crash, n'étaient pas décédés, mais sont décédés ensuite, en attendant les secours, qui sont arrivés très tard et qui auraient peut-être pu être sauvés. C'est là aussi qu'on réalise que, bon, peut-être que la situation va être beaucoup plus difficile que ce que nous pensions après l'accident. On est pris par le désespoir parce que les minutes passent, les heures passent, mais rien n'arrive.
Alors, le crash du Mont-Saint-Odile fait partie de ces situations qui sont quand même assez rares où il y a des rescapés. Donc, le traumatisme des rescapés, ça correspond à quelque chose de bien particulier qui est forcément très différent du traumatisme ou de la souffrance des familles des disparus. Donc, dans le crash du Mont-Saint-Odile, on a d'une part le traumatisme qui est une forme extrêmement importante, extrêmement violente, d'effraction psychique. D'une part parce que un accident d'avion, surtout celui-ci qui s'est produit de façon totalement inattendue, enfin d'après ce qu'on peut supposer, et puis surtout parce que les secours ont mis beaucoup de temps à atteindre les rescapés. Donc il y a eu un deuxième traumatisme qui a été lié au fait qu'ils sont restés dans le froid pendant plusieurs heures, au contact de personnes qui étaient extrêmement blessées ou agonisantes, et dans une situation probablement de terreur, où ils craignaient que l'avion n'explose, et puis avec des secours qui ont eu beaucoup de mal à arriver, dans des conditions, semble-t-il, difficiles. Donc tout ça surajoute, évidemment, au vécu d'abandon qu'ils ont dû éprouver. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment très important. Donc après ça, on a décidé avec Nicolas, et puis il faut se rapprocher du feu pour se réchauffer. On va crever de froid autrement. Je pense que 2 heures et demie après le crash, on s'est décidé de rejoindre l'arrière, la queue de l'avion, parce qu'à ce niveau-là, il y avait un tronc d'arbre qui s'était abattu et qu'il y avait un petit feu qu'on a essayé de ranimer. Ce qu'on y voyait autour du feu, on a coupé des morceaux de branches, des pins, et on a alimenté le feu. On a fait brûler d'ailleurs, on a fait pas mal brûler. Alors là, on commençait à y voir un petit peu autour, avec le feu, on y voyait un petit peu autour de l'appareil. Et là, on est resté un bon moment comme ça, en attendant les secours. On espérait que les secours arrivent rapidement. Mais... On estimait que le risque d'explosion avait disparu. Et donc, on s'est retrouvé à l'arrière de l'avion, où on est resté encore 2 heures quasiment. Bon, ce que je sentais, c'est que j'avais très très mal dans le dos. J'ai su après que j'avais des fractures de vertèbres. Mais en fait, c'est ce qui me gênait beaucoup, parce qu'une fois ou deux, je suis tombé dans les décombres, dans les détritus. Là, je suis tombé et j'avais beaucoup de mal à me relever. J'avais plus la force de me relever parce que ça faisait mal dans le dos. Alors, une fois ou deux, je me suis aidé avec un arbre. Là, je me suis accroché pour me relever. Et mon idée, c'était de ne pas rester allongé dans la neige. Moi, j'ai pensé qu'on nous retrouverait au petit matin. Je ne savais pas qu'on était si proche d'une route. Je pensais vraiment qu'on était au milieu de la forêt. Et moi, je me souviens, on me l'a répété après, j'ai dit, de toute façon, il faut s'organiser parce qu'on ne nous trouvera qu'au lever du jour, qu'au petit matin. Alors là aussi, on a une cumule de faits. Pas de position connue de l'avion. La dernière position a été une position radar, mais qui n'est pas d'une précision absolue pour faire des recherches au sol. Ensuite, le déploiement des secours a été compliqué par le fait qu'il y avait beaucoup de circulation sur ces routes. Les pompiers, la sécurité civile a eu du mal à progresser. Un PC de secours a été implanté à un endroit dont il était peu souhaitable, loin de l'épave, et ce qui a fait qu'on a eu un cumul de retard et de mauvais fonctionnement. Les responsables des secours de l'époque gardant le silence, le colonel Franck Louvier décrypte le dispositif classique d'intervention mis au point aujourd'hui lors d'un crash. Un crash d'avion se localise, alors en zone urbaine, bien entendu, nous allons avoir un nombre important d'appels. Je me souviens par exemple du crash du Concorde qui a eu lieu sur le département du Val d'Oise. Nous avions eu plusieurs centaines d'appels qui étaient arrivés au centre de traitement de l'alerte du service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise. Et donc ça, facile à trouver, puisque nombreux appels qui précisent où c'était. Donc localisation immédiate et envoi des secours massifs de façon instantanée. Alors bien entendu, si le crash a lieu la nuit, en pleine montagne, dans les Hautes-Alpes ou en Haute-Savoie, là c'est beaucoup plus embêtant. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'avion va se crasher, il va y avoir une balise qui va émettre un signal d'alarme. Et donc à partir de ce moment-là, grâce à une triangulation, donc en fait ce sont des techniques de triangulation mises en œuvre par les sauveteurs, donc nous allons pouvoir localiser où se trouve cette épave d'avion. L'avion n'a pas été localisé parce que la balise de détresse a été détruite
au moment du crash. On a retrouvé dans l'épave la balise qui était détruite, donc elle n'a pas fonctionné. Une balise de détresse, c'est en principe une balise qui se déclenche automatiquement au choc et qui émet un signal, un sifflement modulé sur la fréquence 121.5. Et cette fréquence peut être captée au sol par des radioamateurs, par des services de sécurité. En l'air, tous les avions la reçoivent immédiatement et ça permet très vite de trouver l'avion. Là, pas de balise de détresse, donc pas de localisation rapide. Il existe un plan de secours spécialisé qui s'appelle le plan SATER, qui veut dire sauvetage terrestre, avec plusieurs phases, qui permet, si vous voulez, au préfet de diriger les interventions des secours et de progresser le plus rapidement possible pour localiser le lieu exact de l'accident. Alors, dans le plan SATER, pour faire très simple, tout ce qui est recherche est du ressort des forces de l'ordre, de la gendarmerie, où il y a un commandant des opérations de recherche. Et dès que la carcasse de l'avion et les victimes sont localisées, donc là, il y a un transfert de responsabilité qui passe au COS, commandant des opérations de secours, qui là est un officier supérieur de sapeurs-pompiers. On a attendu comme ça, on sait bien qu'il s'est passé à peu près 4h30. Alors, pendant lesquelles on a fait ce qu'on a pu. On a déplacé 1 ou 2 morceaux de siège pour parer du vent. Il y avait un petit vent quand même, hein, avec un petit peu de neige qui tombait des arbres. Donc on s'est arrangé pour déplacer un morceau de siège cassé pour parer du vent, sachant qu'on ne pouvait pas aller bien loin. Dès qu'on avait fait 10 mètres, on n'y voyait plus rien du tout. Disons que l'atmosphère était assez lourde. Okay, il y avait le petit Romain qui avait faim, qui avait froid. Moi, je l'avais pris dans mon manteau. Il y avait la dame avec son bébé qui était quasiment frigorifiée. Je ne sais pas si elle était en larmes, mais bon... Elle était désespérée, donc elle disait ouais, où sont les secours et tout ça. Bon, l'atmosphère était très, très dure. Hein. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que les blessés ne disaient pas tellement j'ai mal, mais surtout j'ai froid. S'il fait froid, si vous avez du brouillard, s'il y a de la neige, tout ça concourt à empêcher les secours de progresser facilement. Le brouillard est quelque chose d'extrêmement difficile à percer. Alors nous avons aujourd'hui des techniques aussi qui nous permettent de localiser des avions. Par exemple, on a des visées infrarouges, on a des hélicoptères, notamment de la gendarmerie, avec maintenant des caméras qui sont capables je mets ça entre guillemets, de voir la nuit à des distances de 5-6 km. Vous avez également des appareils laser, vous avez des visées nocturnes, donc des caméras thermiques. Donc toutes ces technologies modernes sont des aides fondamentale pour les secours. Et il y avait quelques cris de l'avant d'une personne, 2 personnes, je ne sais pas. Nous, on essayait de répondre pour essayer de la localiser et tout ça. Mais disons que pendant les 4h30 où nous sommes restés là, sur le mont Saint-Odile, nous avions une énorme appréhension sur l'avant de l'avion. C'est vrai qu'il y avait des cris de gens qui appelaient à l'aide, au secours, mais qui étaient assez loin, je pense vers l'avant de l'appareil. Et là, chaque fois qu'on a essayé un peu de se déplacer, on n'y voyait absolument rien du tout. On était dans le noir complet. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas fait grand-chose, malheureusement, pour les gens qui avaient besoin de secours. Hein. Effectivement, après 4h30, vers minuit moins quart, je crois, c'est bizarre parce que au moment où en fait, on nous a retrouvés, avec Pierre, on avait décidé de repartir et d'aller au niveau des sièges pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait nous aider, soit à boire, des trucs à boire, à manger, n'importe quoi. Et donc on était montés au niveau des sièges, puis on cherchait, on avait trouvé quelque chose, on avait retrouvé un chariot d'hôtesse, vous savez, avec les boissons et tout, qui était renversé, et puis tout d'un coup, on voit 2 personnes au loin, à droite. L'idée qu'ils nous disent que ce ne sont pas des survivants, alors là, c'est vraiment la joie. Et en fait, moi, je me souviens d'avoir vu, il y avait donc une personne du village qui nous cherchait et qui était accompagnée d'un journaliste ou d'un correspondant, qui était Jean-Pierre Stucky. Et là, j'ai dit, mais comment vous nous avez trouvés depuis qu'on est là? Et je me souviens, il m'a dit à l'odeur de kérosène. Apparemment, tout le monde sentait cette odeur dans les alentours, mais personne ne savait exactement d'où elle provenait. Je ne me rappelle plus comment on s'est entendu avec Pierre, mais moi, je suis reparti avec... En fait, c'était 2 villageois. Hein.
C'était vraiment pas les secours officiels, c'était 2 villageois qui avaient localisé l'épave. Donc moi, je suis reparti avec un des villageois et Pierre est resté avec l'autre des villageois. Qui avait un téléphone portable, il n'y en avait pas comme aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup, qui lui avait un téléphone portable qui marchait, qui a téléphoné à la gendarmerie, je me souviens bien, et qui a dit, voilà, je suis près de l'épave, j'ai trouvé l'épave, il y a des survivants. À ce moment-là, c'est un peu le délire en ce qui me concerne. Je suis en train de courir derrière un villageois qui est chaussé avec des bottes et moi je suis avec des sébagots là, qui glissent sur un terrain qui est enneigé. Je commence à raconter n'importe quoi parce que je suis tellement joyeux que je raconte un peu n'importe quoi. Et puis voilà, on redescend le mont Saint-Odile et puis quelques minutes après, je me retrouve face à une caméra de télévision, une lumière éblouissante. Expliquez-nous ce qui s'est passé là. Je sais pas. On descendait et puis ça partait dans tous les sens. Hein. Je sais pas, on a dû toucher les arbres. Hein. Il y a d'autres survivants? Une dizaine de personnes, dont une hôtesse. Et vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? C'est surprenant de vous voir là, oui. Non, on se préparait à l'atterrissage. Donc tout le monde était attaché avec sa ceinture, même l'hôtesse. Et tout, à un moment, l'avion s'est ébranlé complètement. Le feu qui a commencé, et puis voilà. Un réacteur? Je sais pas du tout, non, je pense peut-être une mauvaise trajectoire, je sais pas du tout, là je peux pas m'avancer. Il me demande de les raccompagner au niveau de l'épave. Ce qui est bizarre, c'est que je perds le villageois. Le villageois il est complètement perdu, il n'est plus là. Et donc c'est moi qui prends l'initiative d'amener ces gens-là. Je pense que c'était des gens de TF1, l'antenne de TF1 à Strasbourg. Donc j'essaie de les ramener au niveau, en rebroussant mon chemin. Et en fait, je me perds un peu, ok. Et tout d'un coup, le mont est infesté de gendarmes et de militaires. Ben, si vous voulez, il y a 2 plans essentiels. Le premier, c'est le plan SATER, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sauvetage terrestre, qui est un plan qui permet de projeter les secours sur les lieux d'un crash de façon progressive. Il y a plusieurs phases dans le plan SATER. Et ensuite, dès qu'il y a une localisation du crash et des victimes, donc c'est le déclenchement du plan nombreuses victimes, plan Novi. Donc SATER plus Novi couvre la catastrophe aérienne. Et tous ensemble, on arrive au niveau de l'épave, mais on arrive au niveau de l'épave, au milieu de l'épave, disons, et à droite. Et donc là, c'est vraiment pas beau à voir, parce qu'il y a des débris, mais il y a beaucoup de cadavres, et il y a beaucoup de cadavres déchiquetés. Et donc là, un militaire décide que, pour moi, ce serait mieux de repartir. Un crash, ça veut tout dire et rien dire. Je veux dire, un crash, si c'est au décollage avec 150 tonnes ou 100 tonnes de kérosène, bon, vous imaginez le feu que ça peut faire. De toute façon, un crash est toujours extrêmement grave parce que par définition, ce sont des vitesses très élevées, même à l'atterrissage. Et le choc au sol est extrêmement violent, donc il y a dislocation de l'appareil, donc les victimes sont projetées un peu partout. Enfin bon, donc les chances de survie sont quand même assez minimes. C'est un peu terrible ce que je vais vous dire, mais on meurt de brûlures, d'asphyxie, et puis de fractures, de blessures graves. Enfin, c'est un cumul de choses, hein. C'est un cumul d'événements en fait. Hein. Nicolas qui était parti avec un autre villageois qui nous cherchait, il était redescendu. Alors je ne sais pas si c'est lui qui les a ramenés ou là j'ai pas vu par le main ce qui s'est passé, mais toujours est-il que là les secours sont arrivés. Enfin, tout au moins moi j'ai vu des militaires arriver. Et là, je ne suis pas resté très longtemps parce que les militaires ont essayé de me mettre quelque chose autour du pied pour que je puisse marcher. Parce qu'en fait, ils m'ont aidé, ils m'ont pris sous les bras, ils m'ont aidé à redescendre, mais je n'ai pas été transporté sur un brancard. Et là, on a fait un petit chemin qui a duré, je dirais, un quart d'heure à peu près, quelque chose comme ça. Et là, j'étais surpris parce qu'arrivé sur la route, là, j'ai été surpris par la débauche de moyens. Il y avait du monde, il y avait des journalistes, il y avait des lumières, il y avait des flashs. Alors que moi, il me semblait qu'on était très éloignés et qu'on avait du mal à nous trouver. Donc en fait, les secours n'étaient pas très loin. J'essaie
dire aux militaires que, bon, vous savez, il y a d'autres survivants. Et puis, bon, je pense que je les ai convaincus. Puis, ils les ont retrouvés, très probablement. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais moi, j'ai été ramené à l'ambulance. Et puis là, l'ambulance, j'ai attendu, j'ai patienté pendant je ne sais pas combien de temps, 1 heure. Puis, une fois que Pierre m'a rejoint, on nous a raccompagnés vers une clinique à Aubernais. Et Nicolas a eu la présence d'esprit de demander à un militaire de s'arrêter. Il a vu des cabines téléphoniques. Il a eu la présence, il a demandé est-ce que je voudrais téléphoner à ma copine, lui dire que je suis en vie. Et je lui ai demandé à ce moment-là de téléphoner à ma femme. Je lui ai donné un numéro, qu'il a retenu d'ailleurs, très bien. Et il a téléphoné à sa copine, à ma femme. C'est lui qui lui a appris que j'étais en vie et qu'on nous dirigeait vers l'hôpital. Donc j'ai appelé à sa maison, je me suis présenté, j'étais Nicolas Scorias, survivant, je suis avec Pierre, Pierre est vivant. Je pense qu'elle a été choquée, sa femme. D'entrée, je lui ai dit ça, mais bon, au moins nos proches étaient au courant qu'on était survivants. Et puis bon, finalement on est arrivé à la clinique. Avec tous les journalistes qui venaient voir ce qui s'est passé, s'ils pouvaient recueillir quelques informations. Et puis là, on a fait quelques soins, j'avais le nez, il manquait un petit morceau de nez. Et puis j'avais cette douleur aux vertèbres, alors on m'a permis de me laver un petit peu et puis de faire les premiers examens qui disaient que c'est pas très grave. J'avais une fracture sur 2 vertèbres, enfin 2 fractures, 2 vertèbres fracturées. Puis le nez un peu fracturé aussi, mais pas rien de bien grave. Bon, la seule chose qu'ils ont faite, c'est de nous mettre au chaud. Parce que c'est là où on commence vraiment, là vraiment, on a vraiment très très froid, ok. Donc on est mis au chaud et c'est le lendemain que nous allons passer tous les examens médicaux. On m'a proposé un entretien psychologique, c'est RNTR qui me l'a proposé après, qui m'a proposé si j'avais besoin d'un soutien pour en parler, pour me sentir mieux. Je ne sentais pas le besoin, alors j'ai décliné, j'ai refusé. Mais on me l'a proposé. Ben là, on est content parce qu'en plus, on s'est retrouvé avec Pierre, on commence à échanger, à parler, à dialoguer. Donc là, je pense que c'est le summum de l'événement parce qu'en fait, on est survivants, on nous a retrouvés, on est dans une clinique, on est au chaud. Et donc, on sait que, bon, malgré le fait que nous avons encore très très froid, on va se réchauffer et on va pouvoir dormir. Et que notre aventure est terminée. Par la suite, certes, ils ont pu consulter, mais dans un contexte où il n'y avait pas de la part de notre société une grande sensibilisation. Et cette sensibilisation, vous savez, elle est récente. Moi, j'ai vu en 10 ans une évolution tout à fait considérable aussi de la demande de la société par rapport à une prise en charge. Par exemple, ce qui s'est passé au moment de l'accident du Rio-Paris exprime en tout cas de la part de notre société une demande de soutien psychologique, de participation à cette reconnaissance sans précédent par rapport à ce qui se passait il y a quelques années encore. Je me souviens qu'après l'accident de la Suissaire, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, la présence d'un psychiatre n'était pas quelque chose de très bien comprise par les familles. Alors qu'en 2009, une dizaine d'années après, c'est quelque chose qui est non seulement accepté, mais réclamé dès les premiers jours. Face à ces enfants qui brutalement deviennent orphelins, immédiatement, on a dû dépêcher des pédopsychiatres. Face à ces situations brutales de perte d'un parent, d'un fils, etc., il a fallu tout de suite savoir répondre et il y a eu effectivement beaucoup plus de demandes de la part des familles. Donc, si vous voulez, il y a à la fois des moyens qui se sont mis en place et puis une demande qui devient beaucoup plus importante de la part de la société. Je crois que ces deux phénomènes contribuent à ce que cette prise en charge soit effective. Mais d'un point de vue psychologique, ce qui me reste surtout, je vais bien, je pense. Mais ce qui me reste surtout, c'est la peur en avion. Maintenant, j'ai une grande peur en avion. Et ça, je ne suis jamais arrivé à contrôler cette peur. C'est-à-dire que je rentre dans un avion assez sûr de moi, ça va bien, mais dès qu'il fait nuit et que ça bouge, j'ai une peur panique. Pendant
quelque temps, j'ai vraiment essayé d'éviter, quelques années même, d'éviter l'avion de nuit et tout ça. Il y a toujours une appréhension de l'avion, mais elle est moindre que ce qu'elle était. J'ai vécu des moments difficiles. Okay. 2 ou 3 ans après l'accident, c'était vraiment des moments difficiles. Dans l'avion, j'avais vraiment peur. Mais bon, là, il y a une certaine appréhension, mais elle est légère. La réponse de l'environnement, c'est-à-dire de la compagnie aérienne, des autorités, de tous ceux qui ont entouré finalement ces rescapés et ces familles, n'était pas celle que l'on trouve aujourd'hui dans les crashs qui sont survenus ces dernières années, pour lesquels il y a une réaction des autorités, une prise en charge, enfin un souci très important de venir en aide et d'apporter surtout des témoignages de reconnaissance face à cette souffrance absolument exceptionnelle qu'ils ont vécue. Au traumatisme de l'accident vient s'ajouter la douloureuse question judiciaire. Qui est responsable? S'ouvre alors en 2006, soit 14 ans après les faits, le procès du crash au tribunal correctionnel de Colmar. Les prévenus sont des cadres de l'aviation civile, des responsables d'Air Inter et d'Airbus et un contrôleur aérien. Pour moi, le procès, il y a eu un petit témoignage qui a duré une demi-heure, puisque dans le témoignage, si vous voulez, on n'a jamais parlé de la lenteur des secours. On aurait pu en parler, là, il y avait certainement beaucoup à dire. Le procès, c'était uniquement les causes de l'accident. Et sur les causes de l'accident, je ne peux parler de ce que j'ai étudié, ce que j'ai pu lire après. Sur le moment de l'accident, j'ai rien vu, j'étais assis, ça s'est passé normalement. Alors, il y a un encadrement très strict sur la transparence autour des accidents. La loi française impose aux compagnies aériennes de ne pas communiquer directement sur les circonstances de l'accident et réserve cette faculté au bureau enquête accident qui mène une enquête technique. Pourquoi une enquête technique? Son but n'est pas de trouver des responsables, son but est d'éviter qu'un tel accident se reproduise, donc de trouver le plus vite possible les causes et d'émettre des recommandations pour éviter d'avoir un nouvel accident avec des causes assez proches. Parallèlement, se met en place une enquête judiciaire décidée par la justice avec un juge d'instruction, des enquêteurs, qui eux sont chargés de trouver des responsables et de les faire condamner. Donc ces deux enquêtes sont parallèles, ne sont pas concurrentes, collaborent entre elles, mais n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Oui, c'est important. Je voulais voir les gens qui étaient mis en examen, qui étaient responsables de cet accident, parce que je pense que rien n'est fatal, vraiment. Il y a toujours, on sait bien que la sécurité zéro, ça n'existe pas, hein, mais quand même, il y a toujours un prix à la sécurité. Et je pense qu'il y a certains endroits où on n'a pas dû mettre le prix qu'il fallait, je crois. Bon, il n'est pas question de refaire le procès. Ça a été fait et refait, mais je reste persuadé qu'on aurait pu l'éviter. Je pense que les dés sont un peu pipés de toute façon, donc je sais que malgré le fait que 18 ans se sont écoulés depuis l'accident, on ne connaîtra jamais vraiment les raisons de l'accident. Il y a deux thèses qui s'opposent, l'une faisant allusion à des défaillances ou des problèmes structurels de l'Airbus A320 qui était un nouveau avion, et d'autres qui rejettent l'anti-responsabilité au pilote. Je pense que, en fait, la vérité se trouve au milieu, mais bon. Alors, le rapport technique qui est très public, qu'on trouve sur Internet, du bureau enquête accident, énonce clairement un certain nombre de problèmes qui sont posés à bord de l'avion, ne désigne pas de responsable, ce n'est pas leur rôle, mais montre bien qu'il y a eu des problèmes de communication dans l'équipage, donc en amont de formation dans la compagnie aérienne. À l'époque, tous les avions d'Air Inter n'étaient pas équipés de... On appelle ça le GPWS, Ground Proximity Warning System. Okay? Dès que vous approchez un peu de la Terre, ça fait bip, 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 bip. Okay? Pour des raisons... Pas d'économie, paraît-il que ça ne fonctionnait pas très très bien et tout ça. Donc Air France
équiper ses avions. Air Inter, non. S'il y avait ce système-là, malgré peut-être les dysfonctionnements de l'avion, malgré les erreurs du pilote, on aurait pu peut-être éviter l'accident. Je ne sais pas, il y aurait une alarme qui aurait sonné, les pilotes auraient remis les gaz. Et voilà, et puis comme il n'y avait pas d'autre mot, on serait arrivé, ou au moins ils auraient réalisé qu'ils n'étaient pas sur la bonne trajectoire. Je ne sais pas ce qui serait passé, mais bon, on aurait évité le crash. Parce qu'on était vraiment au sommet du Mont Saint-Odile. On s'est crashé quasiment au sommet. Donc, je pense qu'en remettant les gaz, on aurait peut-être pu éviter le mont. Ça, c'est un gros plus. Je pense que la généralisation des GPWS et leur évolution dans le temps, parce que maintenant, ce sont des systèmes de plus en plus sophistiqués, qui ne donnent plus de fausses alarmes, qui sont vraiment très, très, très efficaces. Ça a été aussi, entre autres, parce qu'il n'y a pas eu que cet accident-là, il n'y a pas eu que... les accidents, ils sont traités à l'échelle de la planète, pas seulement à l'échelle de la France. Hein. Donc tout ça, ça a fait effectivement évoluer la sécurité, certainement. Quand le pilote affiche au pilote automatique la vitesse de descente, il affiche 3300 pieds minute au lieu de 800 pieds minute. Il a vraisemblablement confondu une vitesse de descente avec un angle de descente. Donc, après, l'ergonomie du cockpit de l'A320 était légèrement modifiée pour éviter qu'une telle erreur ne se reproduise. Donc, il n'y a pas, pour moi, de chape de plomb. On voit clairement apparaître des faits. Après, c'est à la justice de prendre ses responsabilités, de désigner des responsables. En 2008, la Cour d'appel de Colmar écarte la responsabilité civile d'Airbus, pourtant reconnue en première instance, et confirme la relaxe des prévenus. Dans l'incompréhension générale, la Cour d'appel va jusqu'à annuler les 500 000 € d'indemnisation pour les proches des victimes. La cassation en 2009 confirme le jugement, le dossier est clos. Pour les rescapés et les familles, on crie à l'erreur judiciaire, ce qui ne fait que renforcer le traumatisme psychologique. Au début, j'avais presque honte, oui, on peut dire ça, honte d'être en vie. J'ai rien demandé, j'ai pas demandé de compensation. Je me doutais bien que ça se ferait, mais j'ai rien demandé. Je dirais même que j'étais un peu gêné de parler avec les familles des disparus. Alors, j'ai eu un message un jour du président de l'association ECHO, hein, qui s'est occupé qui regroupe les familles des disparus et les rescapés. Hein. Et j'ai eu un message de ce président qui me disait qu'il représentait l'association ECHO et que si je voulais bien prendre contact avec lui pour parler des accidents. Et puis, tout simplement, c'est une entraide, hein, l'association. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact avec lui. C'était assez émouvant, d'ailleurs, la première fois, parce que moi, je parlais à la famille d'un disparu, lui parlait à un rescapé. C'était assez émouvant. Hein. Eh bien, c'était quelque chose de nécessaire. Après, j'ai trouvé qu'on a formé des amitiés, et après, j'ai trouvé ça naturel, si vous voulez. Voilà. Alors, c'était important, oui, c'était important, je pense, aussi pour moi, peut-être pour me déculpabiliser, peut-être aussi, peut-être bien. Mais surtout, comme je sentais que c'était important pour eux aussi, hein, de pouvoir parler de cette catastrophe. Et puis, le but, c'était aussi quand même, c'était pas toujours de pleurer sur les disparus, c'était aussi de faire avancer l'enquête et de pas toujours accepter ce qu'on nous proposait comme hypothèse. Voilà, les pilotes se sont trompés, ben, ils ont fait une erreur, ça arrive. Non, c'était pas aussi facile que ça. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on nous a pas trouvés parce que les balises de secours ne marchaient plus. Elles se sont détruites au moment de l'accident. Ce qui veut dire qu'on ne nous a pas trouvés. Alors, il paraît que les balises ont été améliorées. Ne parlons pas de l'ergonomie du tableau de bord de l'avion qui a été, paraît-il, bien modifié, pour que des quelconques erreurs n'arrivent plus. Et alors, il paraît que pour les secours, pour les recherches d'aéronefs en difficulté, il paraît que ça s'est amélioré dans la région. Mais je ne sais pas si, même accident, même endroit, je ne sais pas si ça irait beaucoup mieux aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Il y a toujours une évolution. De toute façon, je suppose que les accidents ont du positif. Vous savez, on a besoin de la vérité, c'est tout. Moi, j'ai besoin de la vérité, c'est tout. Je vais vous dire une chose.
La vraie vérité pour moi, c'est que j'ai eu un accident d'avion. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'avion, ok, n'est pas quelque chose de sûr. Et je l'ai vécu. On a vu une modification très importante. Avant 1995, en France, les cellules d'urgence médico-psychologique n'existaient pas. Depuis 1995, il y a eu plusieurs crashs. Il y a eu celui de la TWA en 1996, je crois. Il y a eu celui de Halifax, de la Swissair, en 1999. Nous avons pu participer à une aide auprès des familles lors des commémorations du premier anniversaire. Donc ça a été une période où un certain nombre de procédures ont été progressivement mises en place, mais je crois que c'est surtout depuis l'accident de Sharm el-Sheikh, où là il y a eu donc beaucoup de Français qui ont été touchés, que cette prise en charge a été mise en place de façon, je crois, très utile. Et depuis, que ce soit dans le crash de Maracaibo, il y a toute une action qui est mise en place avec cette offre faite aux familles pour participer à des cérémonies, à un hommage et surtout les associer à tout ce qui les concerne de façon importante, c'est-à-dire quelles sont les causes du crash, comment l'expliquer, comment faire sur le plan juridique pour se constituer partie civile. Enfin, tous ces éléments qui, je crois, n'étaient pas du tout encore quelque chose de routinier au moment du crash du Mont-Saint-Odile, deviennent maintenant la règle à chaque fois qu'il y a un accident de cette sorte. Et je crois que ça aide énormément les familles. À chaque fois qu'il y a une catastrophe en France, la sécurité civile organise ce qu'on appelle un retour d'expérience. On identifie ce qui s'est bien passé, bon ça c'est une bonne chose, mais on identifie surtout les choses perfectibles. Voilà, donc à chaque fois, le département, plus bien sûr la direction de la sécurité civile, organise des retours d'expérience où nous travaillons afin d'être le plus performant possible si d'aventure il devait y avoir une nouvelle catastrophe majeure. J'ai une conviction intime pour cet accident, comme malheureusement pour beaucoup d'autres, c'est qu'on assiste à l'accumulation de petites erreurs qui conduisent à une situation dramatique. Et la majorité des accidents enchaînent ce scénario où une erreur isolée n'aurait eu aucune conséquence, n'aurait pas été perçue, alors que cette erreur isolée, ajoutée une autre et à une troisième, etc., amène au crash. Et ce que je regrette, vous voyez, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours des raisons pour que les vrais responsables ne soient pas tellement inquiétés. Il y avait des vraies responsabilités, pas toujours évidente, la construction de l'avion, c'est pas facile, il y a eu des erreurs, on n'a pas tenu compte, c'est vrai. Mais, par exemple, pour cette balise, pourquoi on n'a pas inculpé, on n'a pas condamné les gens qui devaient l'être, voilà. Ça m'aurait rien apporté de plus. Mais c'était, à mon avis, une justice, pour moi un peu, mais pour ceux qui ont perdu des proches. Alors, pour moi, c'était un sentiment de justice, quand même. Voilà ce qui me reste un petit peu... J'ai une autre vision de la justice, en France. Parce que c'est un souvenir. J'en reparle quand je suis appelé à en reparler. D'ailleurs, c'est rigolo parce que des fois je me demande mais tu as eu un accident d'avion, tu fais partie des survivants. Et puis oui, j'ai eu un accident d'avion, mais ça fait 18 ans. C'est quelque chose qui est loin, qui est vraiment très très loin dans ma vie.